Bon, on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, parfait. Hop. Est-ce que vous voyez toujours mon écran et notamment mes slides? On voit toujours ton écran et notamment tes slides. Super. Bien, désolé pour cette interruption. Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Léo et j'ai commencé ma thèse en même temps qu'Awale en octobre 2020. Pour ceux qui ont déjà vu des présentations que j'ai faites auparavant, et on raconte peut-être que le titre a pas mal évolué, puisque quand j'ai commencé, on était plutôt sur les approches collaboratives pour la sécurité, ou en tout cas pour se protéger contre les cyberattaques, ce qui est un sujet extrêmement large, qu'on a au fur et à mesure raffiné, à la fois grâce à l'état de l'art, les discussions avec les partenaires, avec mes encadrants, donc Marc-Oliver, Yann et Fabien, et aussi les comités de suivi de l'école doctorale, pour arriver sur quelque chose de plus centré autour de l'utilisation du Federated Learning pour se défendre contre les cyberattaques. J'ai quelques références au début des slides, je vous invite, quand elles seront disponibles sur internet, à aller jeter un œil si ça vous intéresse. La présentation sera organisée en 3 parties aussi. Donc d'abord contexte, challenge, l'introduction du domaine. Ensuite je vais vous parler du survey que moi aussi j'ai réalisé, qui a été soumis en novembre dans un journal, en espérant avoir de bonnes nouvelles bientôt. Et enfin, je vous parlerai de ce que je suis en train de mener actuellement, du coup, la définition des expérimentations auxquelles on va procéder dans le futur, cas d'usage, dataset, etc. Alors, pour commencer, je reprends cette situation que vous connaissez déjà tous. Euh, L'interconnexion des différents réseaux et infrastructures qui augmentent la surface d'attaque, notamment parce qu'on commence à exposer des appareils qui n'avaient pas été prévus pour l'être, notamment tout ce qui est système industriel, système de santé. Maintenant, on a aussi des problématiques de systèmes très sensibles comme les systèmes autonomes, les véhicules autonomes, etc. On a aussi en parallèle du coup une augmentation du nombre d'attaques, et il faut faire face à des attaques qui sont nouvelles, 0 day ou 1 day, si on a un tout petit peu d'informations pour s'en prémunir. Et du coup de cette observation, on a des objectifs. Déjà, il y a un consensus scientifique pour dire que la collaboration peut aider à répondre à cette menace. Mais si on collabore, dans ce cas, il faut se protéger contre le partage d'informations trop sensibles. Euh, on a aussi la problématique des algorithmes de machine learning et des systèmes de détection d'attaque dont on cherche forcément à augmenter les performances, que ce soit en termes de détection, mais aussi en termes de classification correcte, notamment tout ce qui est traitement des faux positifs, etc. Et enfin, cette problématique du temps, puisque on a des contraintes de temps pour réagir le plus tôt possible à une attaque, en fonction de ce qu'on a détecté. Lorsqu'on commence à creuser un peu l'état de l'art, on identifie assez rapidement des challenges liés aux approches actuelles. Par exemple, pour l'utilisation de machine learning sur les systèmes de détection d'intrusion, le fait qu'ils soient entraînés sur des données locales capturées localement font qu'on a un problème d'exhaustivité. C'est plus difficile d'atteindre une représentation complète de ce qu'on peut rencontrer. On a aussi un risque de tendre vers des biais, parce que par exemple, on va avoir quelque chose un petit peu homogène, alors pas dans le sens de type d'appareil, mais plutôt par exemple, dans une seule infrastructure locale, on va avoir peut-être une pile protocolaire un peu restreinte, alors que le voisin, il va travailler sur d'autres protocoles, et forcément, ça va faire tendre nos modèles vers une direction. Pour ce qui est des systèmes collaboratifs de détection, les approches avant l'introduction de Federated Learning, dont je vais parler juste après, étaient souvent centralisées. Et comme on le sait, les systèmes centralisés induisent
très facilement une problématique de résilience. Ensuite, on a le fait que, puisqu'on a une centralisation, on a aussi un partage d'informations jusqu'à ce serveur centralisé, ce qui consomme forcément de la bande passante et induit une latence supplémentaire en comparaison avec une détection locale. Et enfin, puisqu'il y a un transfert d'informations sur un réseau, on prend aussi le risque d'exposer cette information. Et par exemple, du trafic réseau peut contenir des choses très très sensibles que l'on ne voudrait pas diffuser. Ces problématiques justifient l'utilisation du Federated Learning. Federated Learning, donc c'est un principe qui a été introduit par Google en 2016 pour permettre un entraînement et une exécution locale des algorithmes, tout en partageant de l'information et profiter du fait que plusieurs algorithmes locaux pourraient fusionner leurs modèles, donc ce qui permet de bénéficier de l'expérience de chacun, profiter des datasets de chaque algorithme local, sans partager les données elles-mêmes, puisqu'on ne partage qu'une version abstraite de ces données via le modèle. Et du coup, puisqu'on est en détection locale, on n'a pas besoin du serveur de centralisation pour procéder à la détection, et on a forcément un temps de réponse qui est beaucoup plus important. Et sur la droite, vous avez une représentation de ce à quoi ça pourrait ressembler dans le cas d'usage, par exemple, de l'application à la détection de systèmes, dans des systèmes industriels IoT, avec ce schéma cyclique en fait d'opération où un modèle est partagé par une entité de fédération, entraîné localement dans chacun des participants. Le modèle ensuite est fusionné avec tous les autres et on a une amélioration progressive par round de la précision, etc. Alors maintenant, du coup, puisqu'on a établi ces prémices, j'ai essayé de tendre vers une définition de ce que c'est que ce domaine du coup d'application du Federated Learning à des systèmes de détection d'intrusion que je vais simplifier par feeds tout au long de la présentation et de mes travaux. Donc on a quelques points qui sont importants. Le premier, bon, on est basé sur du machine learning, puisqu'on doit partager des modèles, on ne peut pas utiliser d'autres approches. On utilise Federated Learning, ou en tout cas une de ses variantes, j'y reviendrai plus tard, pour l'agrégation. On peut prendre des inputs supplémentaires, par exemple d'autres datasets qui viendraient enchérir notre système, des inputs, etc. On a un système qui est autonome, en tout cas pour son évolution, et qui ensuite pourra utiliser l'information d'un opérateur, par exemple, pour déclencher des opérations. Et potentiellement, mais c'est facultatif, qui inclut des stratégies de mitigation ou de protection. C'est facultatif, parce que j'y reviendrai plus tard, c'est assez peu représenté dans la littérature. Et donc si on essaye de s'intéresser aux composants et qu'est-ce qui constitue ces systèmes-là, bah, on va procéder par étapes. Donc d'abord, on a le monitoring, la collection de données. Donc on va avoir des données soit de datasets d'entraînement, soit de sondes dans un système réel. On va avoir forcément une étape de pré-processing pour traiter ces données, extraire des features qui sont pertinentes. L'entraînement et la détection. La même chose pour la mitigation si elle existe. Et ensuite, une phase d'exécution qui va soit donner vers un système d'alerting classique qu'on a dans un SIEM, ou pourquoi pas de l'action réelle dans le cadre d'une mitigation, avec des règles de firewall, de déploiement de politique de sécurité, etc. Alors ça constitue notre système local, avec du coup au milieu la partie de l'agent et en bas le système que l'on gère qui est monitoré. Et ensuite on va avoir la partie collaboration. Donc on récupère les modèles qui sont entraînés dans les phases ci-dessous et on les agrège dans un système de collaboration qui est du coup architecturellement entre guillemets au-dessus des autres systèmes et qui concerne tous les systèmes locaux qu'on a en bas. Et si on rajoute bon, bah, quelques données en plus, quelques légendes,
on a l'architecture de référence que j'ai extraite et synthétisée de tous les papiers que j'ai revus dans l'étude de la littérature dont je vais vous parler juste après, et qui du coup fait partie des contributions clés, on va dire, du papier. À savoir que du coup, tous les papiers existants se retrouvent dans cette architecture, et l'objectif aussi, c'est qu'elle est suffisamment générique pour accueillir les améliorations, les futures recherches qui seront menées dans ce domaine, et aussi pour designer euh, son, son système fédéré de détection et de. Alors, je vous parlais de l'étude de la littérature. C'est un papier qui est intitulé L'évolution de l'intrusion, de la détection d'intrusion et la mitigation basé sur du Federated Learning. C'est un survey qui suit tant que possible l'approche systématique literature review, qui définit pas mal de contraintes sur la méthodologie, vous allez le voir ensuite, et sur comment construire son étude de littérature. Il y a 4 contributions principales, on va dire. Donc, une analyse complète des travaux existants, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Une architecture de référence que je viens de vous montrer. Une taxonomie sur laquelle je vais revenir ensuite. Et bien évidemment, l'identification des problématiques existantes dans le domaine et du coup les directions de recherche associées avec pour objectif d'avoir à la fois ce qui est identifié par les participants de la communauté eux-mêmes pour améliorer leurs propres travaux, mais aussi ce que l'on peut conclure quand on a cette vision globale du domaine, de ce qui manque pour poursuivre cette amélioration. Et donc en termes de questions de recherche, les questions qui sont euh, auxquelles on répond dans le papier, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces systèmes-là et dans quel domaine? Quelles sont les différences en termes d'architecture, de construction, de composants entre ces systèmes fédérés? Et bien évidemment, de manière globale, quel est l'état de l'art de la recherche sur ce sujet? En termes de related work, parce que même si c'est un sujet qui est récent, vous allez le voir, c'est pas tout à fait nouveau. On a trois sujets principaux, donc les parts qui ressortent un peu du camembert là. Donc le partage d'informations d'un côté, on est plutôt en général sur des informations soit contextuelles, soit des IOC, et sur des plateformes comme MISP. L'application de machine learning pour la détection d'intrusion, euh, qui est un sujet un petit peu euh, assez important depuis quelques années et qui bouge beaucoup. Et le Federated Learning depuis 2016, donc, avec notamment des surveys sur la sécurité du Federated Learning. C'est moi qui suis quels- déconnecté ou Ah, Thomas, est-ce que. Ouais, c'est juste toi. Donc, ça marchait normal. Moi, j'ai pas de problème là. Ok. Ok. Bon, je vais continuer. Normalement, il y a un enregistrement. Moi, de mon côté, ça marche, hein, Thomas. Ok, super. Euh, donc, je disais Federated Learning, qui est avec des papiers surtout orientés sur la sécurité. Comment est-ce qu'on protège ce type de système, parce que forcément, ils introduisent leurs propres menaces, etc. Et ensuite, on a cette partie un petit peu hybride sur les systèmes collaboratifs, un petit peu entre les systèmes de détection et le partage d'informations. On a 2 papiers ici qui ont été identifiés. Et très très récemment, quelques papiers sur justement l'application de Federated Learning pour la détection d'intrusion, soit qui se concentrent dessus, soit qui couvrent de manière un petit peu rapide le sujet, et desquels on a essayé de se démarquer à la fois par la liste des travaux sélectionnés, les contributions qu'on mène et la méthodologie qui est appliquée. En termes de méthodologie justement, donc ici j'ai essayé de représenter le mode opératoire de la recherche pour ce cas précis. Puisque, comme je le disais en tout début, en toute introduction, mon sujet a pas mal évolué au fur et à mesure. Dans cette sélection, on a aussi des papiers qui sortaient en fait de mes anciens travaux et des premiers surveys que j'avais tenté, mes premiers états-là en tout cas que j'avais tenté de réaliser. Il y a une phase aussi de recherche, ce que j'appelle intuitive,
Donc c'est ce que l'on va faire de manière un petit peu automatique, sortir un moteur de recherche, faire les premiers jets de requêtes pour essayer de cibler un petit peu ce qui ressort. Et ensuite, la requête, la recherche structurée, donc celle qui est imposée par la méthodologie SLR, avec du coup une liste des moteurs de recherche, bases de données utilisées et la définition des queries de recherche qui sont du coup dans le papier et qui définissent comment est-ce que on a procédé. Et en fait, c'est surtout pour s'assurer une reproducibilité des résultats. En principe, quelqu'un qui reprend les mêmes queries dans les mêmes bases de données, à l'exception des travaux qui sont sortis ensuite, devrait obtenir le même résultat. En termes de processing des papiers, on a deux phases, principalement une phase un peu de tri de gros avec titre abstract, le nombre de citations, l'âge de l'application, et une deuxième phase plus complète avec l'approche des trois passes définies par Keshav. Donc première passe sur titre, introduction, conclusion. Deuxième passe sur les tables, les figures, les mathématiques qui sont partagées. Troisième passe sur une réimplémentation virtuelle, en tout cas c'est comme ça qu'il le décrit, du contenu, pour s'assurer d'avoir bien compris. Et ensuite on a surtout la phase de snowballing qui est extrêmement importante dans la méthodologie SLR pour prendre toutes les références de chaque papier qu'on lit et les réinjecter en fait dans notre méthodologie pour s'assurer une exhaustivité en tout cas la plus complète possible. L'analyse quantitative, c'est se baser sur des métriques objectives sur les papiers, par exemple l'année de publication, le domaine, etc. Donc on va noter notamment que forcément c'est un sujet qui est très tendance, si je peux me permettre l'expression, en particulier depuis fin 2018-2019, là où on voit sur la courbe très visuellement une explosion du nombre de publications. On va observer aussi des publications très très hétérogènes en termes de là où est-ce publié. Et en fait, ça s'explique par les cas d'application choisis par comment appeler ça, les chercheurs, qui sont représentés en bas là. Et en fait, on va avoir par exemple les publications IoT vont être souvent publiées dans des journaux comme l'IoT Journal. On va avoir la publication sur les véhicules autonomes va être dans Transaction on Vehicular Technologies, etc. Et ça montre en fait que le sujet, pour l'instant, c'est plutôt application de Federated Learning and Intrusion Detection System sur un use case, et non pas l'étude des systèmes de détection fédérés comme ça en tant que domaine. Et la même chose se constate aussi en termes de la communauté. C'est très difficile d'établir des équipes qui sont particulièrement productives dans le milieu, à part peut-être DU Darmstadt en Allemagne, qui a pas mal travaillé avec Google sur l'élaboration de Federated Learning et les approches de sécurité, et l'université de Tokyo qui a publié, si je dis pas de bêtises, 3 publications dans le dataset en 2020-2021. L'analyse qualitative, ça se base sur la comparaison des papiers et essayer d'extraire des informations significatives. Assez rapidement, on va constater dans cette colonne que l'approche majoritaire de Federated Learning, c'est ce qu'on appelle Federated Learning horizontal, c'est-à-dire qu'on va partager les mêmes features qu'on va observer sur les datasets, mais pas les mêmes samples, pas les mêmes entrées du dataset. Donc l'objectif, c'est d'augmenter plutôt toute la partie exhaustivité dont je parlais tout à l'heure. Et c'est assez logique parce que c'est assez intuitivement ce qui vient s'appliquer le plus simplement à ce type d'approche. Deuxième point, c'est qu'on va beaucoup se baser sur des systèmes. La collecte et l'analyse va se faire beaucoup sur des passerelles ou en tout cas des appareils dédiés, assez rarement sur le device lui-même, ce qui peut s'expliquer par la collection de trafic réseau, qui est aussi l'approche la plus utilisée
et c'est beaucoup plus facile de récupérer le trafic avec une passerelle par exemple. Le troisième point, c'est les datasets. Alors on a une prédominance un petit peu de NSL-KDD, qui est le dataset le plus utilisé en termes de détection d'intrusion depuis quelques années. 2009, je crois qu'il est sorti. Même si on en a d'autres comme le CICID 2017 qui commence à être assez utilisé à la fois dans la communauté machine learning et du coup dans ce type d'expérimentation. Et on va remarquer aussi que malgré le domaine ciblé, par exemple, si vous voyez ma souris ici, au milieu, on a Raman et al. Qui travaillent sur le domaine de l'IoT et pourtant qui vont utiliser le dataset NSL-KDD. Qui n'est pas du tout représentatif de ce domaine précisément. Et ça, c'est aussi une lacune qu'on va constater de manière générale dans ce domaine-là. J'ai passé un peu vite, mais pardon. Hop. Le point suivant, c'est l'algorithme utilisé localement avec une représentation massive des réseaux de neurones qui peut s'expliquer déjà parce que c'est tendance entre guillemets dans la communauté du machine learning, mais aussi parce qu'on a des très bons résultats en termes de performance, et enfin parce que ça se fédère, ou en tout cas les modèles se fusionnent très très bien, et de manière beaucoup plus précise, avec plus de contrôle que les autres approches, parce qu'on va pouvoir faire une fédération par couche, et les couches des réseaux de neurones vont apprendre des features plus ou moins abstraites en fonction de leur positionnement dans le réseau, avec les premières couches qui vont prendre les features les plus génériques. Donc par exemple, il fait sens de partager les premières couches de son réseau, qui donc, entraîner enfin, apprendre les features génériques du comportement par exemple, et garder les dernières couches en local pour des choses très spécifiques. Et enfin, en termes d'approche de fédération et l'algorithme qui est utilisé donc, sur notre serveur de fédération pour l'agrégation des modèles, il y a une domination de Federated Average, qui est l'approche de Google en 2016-2017, mais et très peu en fait des autres approches qui ont été publiées. Pourtant, il y en a beaucoup dans le domaine, avec seulement 3 exemples ici. Hop. Et enfin, on va remarquer que certains tendent déjà vers des directions de recherche particulières, par exemple avec une concentration sur la sécurité en utilisant du chiffrement homomorphe, de la décentralisation avec des approches basées sur la blockchain et le peer-to-peer, ou une seule représentation de la mitigation dans le jeu de données, enfin, dans la sélection des papiers. De ces comparaisons, on a essayé d'extraire des caractéristiques principales des feeds, et donc de traduire ça en taxonomie qui a été utilisée ensuite pour structurer tout le papier, avec dans l'ordre donc le type d'algorithme de federated learning utilisé, donc notamment horizontal comme je le disais juste avant, mais il y en a d'autres. L'algorithme, enfin la localisation de l'algorithme et de la capture, donc soit sur l'appareil, ce qui permet d'avoir des modèles plus précis, mais de générer plus de modèles et de compliquer l'agrégation, soit sur une gateway, qui va permettre par exemple d'avoir un trafic global. D'autres approches existent aussi. L'algorithme local, donc l'algorithme de machine learning, principalement des réseaux de neurones. On a les approches basées sur soit les signatures, soit les anomalies, notamment pour les attaques 0-day, ou en tout cas inconnues. Et des approches aussi variées en termes de est-ce qu'on utilise du supervisé, du non supervisé, donc plutôt supervisé quand on fait de la classification, plutôt non supervisé quand on cherche des anomalies dans des comportements, etc. En sachant pardon, que l'algorithme local, finalement, c'est pas le cœur de notre sujet, puisque déjà, il y a toute une communauté qui travaille là-dessus, et ensuite, à peu près n'importe quel réseau de neurones peut être fédéré en termes de fusion de modèles. Par contre, la manière dont c'est fédéré, là, c'est un peu le cœur du sujet, et on va avoir beaucoup d'approches, déjà en termes d'architecture. Est-ce qu'on est centralisé, en pair à pair, des approches hybrides qui combinent les deux? Est-ce qu'on a
procédés de sécurité supplémentaires, donc je parlais de chiffrement homomorphe tout à l'heure. On peut aussi avoir des approches segmentées, donc par exemple qui vont permettre d'entraîner plusieurs modèles côte à côte et de faire converger les clients vers un modèle ou un autre en fonction de leurs résultats à eux, ce qui peut être représentatif par exemple de différences en termes d'architecture locale, architecture réseau j'entends, et la stratégie de sélection des clients, puisque Federated Learning n'est pas très à même de gérer des trop grands nombres de clients, notamment de manière assez simple, hein, quand on fait une moyenne d'une grande liste, ajouter une nouvelle valeur ou en enlever une ne va pas beaucoup changer le résultat, et c'est un peu le même principe. Ensuite, on va avoir comment le modèle enfin à quel point il est spécialisé, ce qui est un petit peu lié à sa localisation finalement, avec soit des modèles très génériques, un modèle pour tout le monde, des modèles par classe d'appareil par exemple, ou par appareil, et ça va définir un peu de la même manière, déjà le nombre de modèles qu'on doit gérer dans notre système d'agrégation, et aussi les performances locales, puisque plus on a un modèle spécialisé, plus il est efficace. Comme je disais, les capacités de mitigation sont très peu représentées dans la sélection, donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Ensuite, on a le type de données en source qui va être très lié à l'algorithme local. Donc c'est pareil, je vais pas être trop, pas perdre trop de temps entre guillemets dessus. Et enfin, quelque chose qui se rapporte plus à l'expérimentation plutôt qu'au système en lui-même, c'est le dataset. C'est défini notamment si on va être capable de reproduire ou pas les expérimentations et de les comparer entre elles, parce qu'un des gros problèmes, comme Awale l'a rencontré juste avant, c'est que on a des expérimentations sur des datasets très hétérogènes et que c'est difficile d'en tirer des conclusions. Et au final, quand on synthétise, on se rend compte qu'il y a trois caractéristiques qui vont avoir le plus d'impact sur les performances. L'architecture, donc avec la localisation dans l'architecture de l'analyse et de la capture, la stratégie de fédération, en tout cas les stratégies de fédération, puisque du coup, comme je l'ai démontré juste avant, il y a beaucoup d'approches, et à quel point on veut un modèle spécialisé ou pas. C'est clair que l'impact est très important sur les performances, par contre il est extrêmement difficile à quantifier, et vous allez le voir, ça fait partie des directions de recherche qui ont été sélectionnées par la communauté. En parlant de direction de recherche, je les ai catégorisés ensemble. On va voir d'abord tout ce qui est autour de la performance. Alors là, ça tend vers notamment l'algorithme local, mais aussi, justement, comme je le disais, l'étude de l'impact des hyperparamètres des modèles. Alors ça, hyperparamètres, c'est pour les modèles de machine learning, donc locaux. Et moi, j'appelle métaparamètres, ce qui touche plutôt à, justement, stratégie de fédération, etc. Et dont l'impact est aussi à étudier. Pareil, des travaux dans la direction de se concentrer plus sur le comportement et du coup la détection d'anomalies, plutôt que sur l'extraction simple de features et une catégorisation dans des classes. Ensuite, on va avoir toute la partie autour de est-ce que notre système est capable de s'adapter à des cas d'usage différents et ce qui est scalable, notamment en termes de nombre d'utilisateurs, avec pas mal de travaux autour de ça. J'accélère un petit peu parce que je suis vraiment en retard. Les modèles spécialisés, j'en parlais, et donc notamment, est-ce qu'on est capable de trouver une sorte de trade-off entre avoir un modèle qui est spécialisé ou généralisable surtout, parce que ça va influencer notre capacité à fédérer et à fusionner les modèles. Et tout autour de la sécurité, et ça c'est moins notre cœur de métier, on va dire. Et par contre, il y a des choses qui sont soit trop peu, soit pas du tout représentées dans la littérature. Donc ça, c'est des choses qu'on peut extraire uniquement quand on a une vue globale comme ici, avec la mitigation notamment. Est-ce qu'on peut utiliser le Federated Learning pour déployer des stratégies? Est-ce qu'on peut proposer des stratégies finalement qui soient pertinentes pour protéger nos systèmes, ou est-ce que c'est trop dangereux? Et enfin, comment est-ce qu'on inclut l'opérateur dans ces décisions? Donc tout ce qui est thématique de explainable AI, etc. Et pour finir, parce que c'était un petit peu un des objectifs initiaux que j'ai introduit tout à l'heure, c'est la collaboration.
Et c'est vrai qu'en fait, les systèmes qu'on observe dans la littérature sont plus orientés autour de augmenter l'exhaustivité de mes modèles, de mes algorithmes et des données collectées, plutôt que vraiment collaborer et partager de la connaissance avec les autres. Et, ça veut dire, par exemple, avoir des déploiements plutôt en interne. Je suis une entreprise, j'ai plusieurs sites, ou en tout cas plusieurs sous-réseaux, et je veux avoir une sonde dans chaque réseau pour avoir quelque chose de plus exhaustif. Et quand on essaye de passer à l'échelle pour avoir quelque chose de collaboratif, ben, on doit gérer toutes les menaces qui y sont associées. Bah, par exemple, problématique de confiance envers les participants, comment est-ce qu'on gère les différences entre les participants avec les cas d'usage, etc. Et comment est-ce qu'on inclut des sources externes, datasets, modèles, pourquoi pas, honeypot, pourquoi pas aussi. Du coup, de cette analyse, j'ai extrait les questions suivantes, qui sont des questions ouvertes, et comme vous le voyez, il y en a beaucoup trop par rapport au temps qui me reste dans ma thèse, et au temps qui me reste dans cette présentation. Tout d'abord, quelles sont les features les plus pertinentes pour entraîner ce type de système? Quelles sont les stratégies qui sont adaptées pour quel settings, donc pour quel use case, pour quel environnement? Comment est-ce qu'on partage cette connaissance avec dans des parties prenantes qui ont des cas d'usage différents, du coup? Donc, notamment le transfert de connaissances d'un cas d'usage à un autre. Le trade-off dont je parlais entre spécialisation et généralisation du modèle. Et enfin, bah, les limitations des systèmes collaboratifs. En termes de cas d'usage sélectionnés dans le cadre de ma thèse, le cas d'usage primaire et le plus important, ça va être les réseaux IT, parce que c'est le plus facile à implémenter et à déployer, c'est là où on va pouvoir le plus de données. Ensuite, on va avoir le cas d'usage autour de Smart Factory. Nous, ça va être avec notre testbed, je vais vous montrer juste après les features techniques, qui est notamment où EDF avait manifesté de l'intérêt. Et enfin, le cas d'usage des Smart Buildings, où là, on va avoir les problématiques d'interconnexion et de données numériques, de valeurs de capteurs. En termes de testbed, du coup, Fabien a introduit du coup, l'expérimentation qu'on est en train de monter sur notre CyberEng. On a, en termes de dataset, le NSFKDD pour se comparer à l'état de l'art. Un dataset qu'on vient de récupérer d'Airbus il y a quelques jours. Donc là, il va falloir que je l'étudie un petit peu, mais l'objectif, c'est de pouvoir passer assez rapidement sur un scénario dans une architecture réaliste. Et donc le travail en cours avec Fabien, qui va permettre d'implémenter ça sur quelque chose en temps réel, quoi, avec une réelle architecture qui tourne et pas travailler sur du dataset pour voir si le passage en monde réel est vraiment viable. On a aussi le cas d'usage, donc Smart Factory, avec les fichiers techniques, à Wallet on a parlé, c'est un travail en cours. Et peut-être à terme le Smart Building avec le bâtiment sensible qui a été ouvert à l'IMT et sur lequel on va déployer pas mal de capteurs. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui sera fait avec d'autres personnes. Et du coup, en termes d'expérimentation, le premier, comme je parlais dans les questions de recherche, c'est les stratégies de fédération. Donc essayer de les comparer. Ça va être un travail de longue haleine en fait qui va être réalisé plutôt tout au long du reste de la thèse avec les différentes sous-expérimentations et on va essayer de comparer les résultats et tirer des conclusions. La validation en monde réel, entre guillemets, grâce à les CyberEng, deuxième expérimentation, la prioritaire je pense. Et après ces expérimentations, est-ce qu'on va avoir le temps de le faire? Est-ce que c'est pertinent en fait? Donc transfert de connaissances, j'en parlais tout à l'heure. Gestion des sources externes, ça c'est quelque chose qui peut être très intéressant, notamment parce que dans les partenaires de la chaire, il y a des gens qui travaillent sur les honeypots, etc. Et l'approche collaborative, et ça je pense que c'est presque un sujet de thèse à part entière, parce que ça devient extrêmement compliqué, donc on va peut-être laisser ça à des travaux futurs. En conclusion, bon, c'est une technologie qui est super intéressante, un sujet très tendance, donc très pertinent forcément pour une chaire comme la nôtre. C'est encore très jeune et il est encore nécessaire de passer de l'application au cas d'usage à comment est-ce qu'on structure ce sujet-là, les méthodologies, euh, et à quel point en fait les approches sont déployables dans le monde réel. Et cette espèce de frontière un petit peu floue entre système fédéré de détection et système collaboratif de détection basé sur les mêmes technologies. Je vous remercie pour votre attention et pour le temps qui m'a été accordé, que j'ai
aisément dépassé. Merci Léo, merci pour ton présentation. Et ouais, comme tu disais, c'est un petit peu long, mais très intéressant. Du coup, on va prendre quelques questions et on va passer à la... On va prendre peut-être une question, parce qu'on est beaucoup en retard. Mais n'hésitez pas à la poser, hein. Bon, donc Cyril, t'as une question? Les intimider. Bon, sinon, je proposerais on continue directement. Oui, de toute façon, c'est toi qui vas partager la présentation de Hassan, c'est ça, Léo? Ouais, je vais partager ça. Et je répondrai aux questions suite à la présentation s'il y a des questions. D'accord. Bon, super. Bon, oui, parce que Hassan, il devrait déjà partir, mais il a enregistré le vidéo, il est aussi dans les bouclettes. Et voilà,